Merci Lisa. Je vais commencer déjà par des remerciements, déjà pour les gens qui sont là, merci. Merci aussi à l'équipe technique et puis à la Cité des Sciences et de l'Industrie de m'avoir invité. Alors, en guise d'introduction, je vais revenir en arrière. Oui, donc on va parler un peu de vie subaquatique, on va mêler différentes histoires, on va parler de plongée, on va s'amuser à se balader au travers des siècles aussi pour voir que ça a quand même beaucoup évolué jusqu'à aujourd'hui. Et donc la diapositive que vous avez déjà vue là, c'est juste pour avoir une meilleure introduction de ma personne et puis des gens qui m'ont aidé à faire ce petit exposé. Donc moi, je suis directeur de recherche à INRAE. C'est un institut qui travaille sur l'agronomie, l'alimentation et l'environnement. Et effectivement, je suis microbiologiste, mais je travaille aussi sur les espèces exotiques envahissantes et plutôt dans les milieux lacustres. Mais j'ai une formation océanographique à la base, ce qui peut-être justifie un peu ma présence aujourd'hui ici. Et bien évidemment, je suis plongeur aussi. Et puis j'ai deux camarades qui ont relu en fait cet exposé, qui m'ont aidé aussi à le compléter. Et donc il s'agit de ces messieurs Jean-Pierre Beurier et Gérard Touzeau, qui sont aussi des chercheurs. Alors en fait, comme je vous ai dit, je vais vous raconter un peu des histoires un peu parallèles autour de ce qu'on peut voir sous l'eau et comment on l'a appréhendé au fil du temps. Et en fait, c'est peut-être intéressant de se dire que depuis très très longtemps, on a été curieux et on a voulu vraiment savoir ce qu'il y avait sous l'eau. Et peut-être qu'une des premières personnes qui s'y est attelée, c'est, alors je ne sais pas si les enfants vous le connaissez, mais il s'appelait Alexandre le Grand. C'était un roi en Macédoine. Vous le verrez sûrement dans vos cursus à l'école. Et a priori, il serait descendu à partir d'une embarcation dans un tonneau en verre pour aller voir sous l'eau ce qui se passait. Et ça, c'était il y a à peu près 2500 ans en arrière. Donc, déjà, on avait, en tout cas, ce monsieur-là, il avait une envie d'aller voir et d'explorer ce qu'il y avait sous la coque des bateaux. Et après, il a fallu attendre très 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 longtemps pour que cette curiosité en fait perdure, parce que pendant très longtemps, en fait, on a plutôt eu l'image qui était ce genre d'iconographie pour ce qu'il y avait sous l'eau, c'est-à-dire qu'on en avait peur, c'était un peu le temps des monstres. Et les premières personnes qu'on appelait des cosmographes à faire les cartes marines, souvent représentaient sur les cartes eh bien, ce genre de choses, donc des grands serpents, des créatures assez improbables, parce que tout simplement c'était l'inconnu, on en avait peur, et l'océan, la mer, c'était plutôt voilà, vecteur de peur et de créatures pas souvent justifiées, parce qu'il y a peu de chances qu'ils les aient rencontrées, peut-être éventuellement la grosse pieuvre que vous voyez à droite. Mais donc voilà, pendant très longtemps, au XIVe, XVe, XVIe siècle, on avait cette image d'un océan peuplé de créatures qui n'étaient pas très sympathiques, et ce n'était pas forcément la réalité. Et en avançant dans le temps, heureusement qu'il y a eu quand même des gens qui ont probablement un peu évolué par rapport à cette idée, et ils ont commencé à se dire ça serait vraiment bien d'aller voir vraiment ce qu'il y a sous l'eau, et on a eu pendant 2-3 siècles plein de personnes qui se sont attelées à essayer de construire des outils pour aller vraiment aller voir sous l'eau. Donc là, vous avez quelques représentations qu'on peut trouver dans certains ouvrages. Et vous voyez, les premières dates, c'est 1715, 1774, si je lis bien, avec des formes voilà, de tonneaux, avec quelqu'un qui a peut-être un grappin pour plutôt essayer d'aller récupérer des choses. On ne s'intéressait pas forcément à la vie aquatique et à la biologie à l'époque. C'était plutôt peut-être d'aller sous l'eau pour aller éventuellement récolter un peu des fortunes, mais aussi peut-être explorer et effectivement faire mentir les cartes qu'on a vues avant. Donc là, vous avez un peu l'évolution au fil du temps, voilà, de différentes personnes qui ont construit des outils, des instruments, des techniques pour pouvoir aller sous l'eau et d'être de plus en plus autonome, c'est-à-dire de plus dépendre des autres pour pouvoir aller sous l'eau, jusqu'à l'avènement de nos jours que l'on va appeler le scaphandre autonome. Et donc les premières formes, c'est dans les années 20-30, jusqu'à ces deux personnes qui sont Émile Gagnon et Jacques-Yves Cousteau. Je reviendrai sur ce monsieur juste après, qui ont inventé vraiment ce qu'on appelle le scaphandre autonome, qui permet de respirer sous l'eau avec de l'air que l'on récupère à la demande et qui nous permet de nous balader de manière autonome, seul, à différentes profondeurs. Et là, on est dans les années 1940, donc c'est pas si vieux. En parallèle, c'est une autre histoire que je vous raconte, il y a ces gens qui ont voulu aller sous l'eau, qui ont construit des outils, on va y revenir, bien évidemment, sur ces aspects liés à la plongée. Il y a eu aussi, au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle, des grandes expéditions sur des navires, qui étaient plutôt anglais, américains, mais aussi français et monégasques, on le verra, et qui ont exploré les mers et les océans, avec des fois des projets vraiment associés au fait d'aller voir et d'aller récolter des individus, des animaux qu'il y avait dans l'eau.
Donc là, il y a quelques exemples voilà, au XVIIIe siècle. Et en fait, à cette époque-là, ce qu'on pensait surtout, et ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de vie en dessous d'une certaine profondeur. On était vraiment persuadé de ça, tout simplement parce que quand on descend au fond de l'océan, c'est froid, c'est obscur, il y règne une énorme pression, et donc ce n'est pas propice à la vie. Mais quand il chalutait, qu'il draguait, qu'il mettait des filets dans les grandes profondeurs, force était de constater qu'on ramenait beaucoup de choses et beaucoup de choses vivantes. Et il y a eu plein de navires comme ça, enfin pas plein, il y a eu quelques navires qui ont ramené effectivement beaucoup d'échantillons biologiques au travers du temps et des siècles. Et un des plus fameux, c'est celui-là, c'est le HMS Challenger, qui a vraiment fait une expédition un peu autour du monde et qui a ramené plein d'échantillons au-delà des 4000 mètres de profondeur et qui a découvert plein de nouvelles espèces. Et là, il mettait vraiment un coup d'arrêt à cette pensée de l'époque, qui était de dire il n'y a pas de vie au-delà d'une certaine profondeur, en dessous de 2000, 3000, 4000 mètres de profondeur. Plus proche de nous, c'est le prince Albert Ier de Monaco. Donc là, on est il y a quelques dizaines, centaines d'années, on va dire, qui a dédié et dévoué une partie de sa vie à l'exploration des mers et des océans. Ça a été un des grands pionniers de l'océanographie moderne. Et ce monsieur, effectivement, il a parcouru le monde avec 4 différents navires au travers le monde. Et il a été vraiment un des grands océanographes, on va dire francophones, hein, puisque quand on est monégasque, on parle français. Et effectivement, on l'a d'ailleurs appelé le prince des mers, tellement effectivement il était passionné et qu'il a fait vraiment grandir cette science qui était de la meilleure connaissance des mers et des océans. Et jusqu'à ce personnage, alors les enfants là qui arrivent, peut-être ça vous parle pas trop, ce monsieur Jacques-Yves Cousteau, mais peut-être que les papas et les mamans qui sont là, et puis les plus âgés, eux, ils connaissent bien ce monsieur qu'on appelait Capitaine Planète, et qui nous a fait rêver, ma génération, et puis celle avant moi, et qui fait d'ailleurs, peut-être qu'aujourd'hui je suis là aussi, en tant que plongeur et biologiste, parce que tous les dimanches après-midi, on regardait à la télé les aventures de ce monsieur. Pour ceux qui s'en souviennent, hein, c'était un rendez-vous qu'on ne manquait pas. Il n'y avait pas 3000 chaînes de télévision à l'époque, il n'y en avait que quelques-unes. Et souvent, le dimanche, à 16h ou à 17h, on était tous rivés, en tout cas ceux qui aimaient la biologie, la plongée et les aventures un peu hors normes. Regarder les aventures de ce monsieur et des gens qui l'accompagnaient sur son bateau qui s'appelait la Calypso, que vous voyez à gauche, et puis plus tard l'Alcyone. Et ça a donné beaucoup de vocations de gens qui ont voulu après faire de la biologie marine et de découvrir des choses qu'on va voir juste après. Et donc ce monsieur, vous voyez, on est revenu sur lui parce que, au-delà d'avoir inventé le scaphandre autonome, il a aussi donc fait rêver des générations d'océanographes au travers de ses aventures de par le monde, et parce qu'il plongeait et qu'il ramenait des images incroyables, évidemment, pour l'époque. Il a fait aussi des choses dans ce genre d'outils, et ça permet de faire un petit parallèle aussi avec ces bathyscaphes, mésoscaphes, sous-marins, submersibles, voilà, des outils comme ça qui permettent d'aller sous l'eau dans les grandes profondeurs et d'y aller potentiellement découvrir des choses aussi assez incroyables. Parce que la plongée, c'est super, mais ça a ses limites. On ne peut pas y rester très longtemps, on ne peut pas forcément aller très profond, alors qu'avec des petits sous-marins, on peut y rester plus longtemps et aller plus profondément. Donc il avait ce genre d'outils aussi qui lui permettait d'aller visiter des plus grandes profondeurs que ne lui permettait la plongée. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que ces petits sous-marins, ces petits submersibles, il y en a eu plusieurs de par le monde. Il y en a eu aussi certains fabriqués chez nous, mais aussi aux États-Unis. Et en fait, et je vais citer cet exemple-là, qui est le Trieste, qui avait été fabriqué par ce monsieur, ici, que vous voyez, je sais pas si vous voyez la flèche rouge, qui s'appelle Auguste Piccard. Alors ce monsieur, il est célèbre, hein, je ne sais pas si vous connaissez les enfants ce personnage, qui s'appelle le professeur Tournesol. Vos papas et vos mamans, ils doivent connaître ça, et vous pourrez leur dire, j'aimerais bien lire les aventures de Tintin. Et ben, dans les aventures de Tintin, qui est une bande dessinée très célèbre, il y a ce personnage qui est un savant un peu foufou. Et ben, en fait, il a vraiment existé. Il a été inspiré par ce monsieur qui s'appelle Auguste Piccard. Et ce monsieur, Auguste Piccard, c'est lui qui a fabriqué ce sous-marin, cet énorme sous-marin, qui s'appelle le Trieste et qui est rentré dans l'histoire, qui est très célèbre, parce que c'est le premier bathyscaphe qui a touché la plus grande profondeur océanique connue, qui se situe à 11 km sous la surface de l'océan. Donc vous imaginez, ils sont descendus avec cet outil, ce bathyscaphe. C'était ces deux hommes, il y avait son fils et un Américain, à 11 km sous la surface de la mer, à 10 916 mètres, dans la fosse des Mariannes. Et à l'époque, d'ailleurs, pourquoi ils sont descendus là? C'est parce que, au-delà du record et de dire on est descendu les plus profonds avec un outil qui nous permet de le faire, c'était aussi pour dire y a-t-il de la vie à 11 km sous la surface des océans?
Et la question, elle était très pertinente parce que s'il remontait en disant bah non, il n'y a rien, c'est mort, eh bien, en fait, c'était une bonne occasion pour certains industriels de se dire ben, on va pouvoir aller enfouir des déchets dans cette fosse qui est très profonde, et donc voilà, le risque de pollution à 11 km sous la surface des océans, non seulement ça ne se voit pas, mais en plus il n'y aura aucun risque. Manque de bol pour ces gens-là, c'est que dès qu'ils sont arrivés sur le fond et qu'ils ont touché le fond de la fosse des Mariannes, la première chose qu'ils ont vue, ce sont des poissons. Donc il y avait bien de la vie à 11 km sous la surface des océans. Et plus proche de nous, alors voilà, il y en a un autre, mais voilà, c'est celui-là, c'est l'Alvin. L'Alvin, en fait, encore un petit sous-marin qui a été extraordinaire dans certaines découvertes au fond des océans, puisqu'ils ont découvert, c'était un peu fortuit, c'est-à-dire un peu par hasard, des chercheurs qui travaillaient sur le fond des océans et qui travaillaient plutôt sur la manière dont le fond des océans est constitué et comment, en fait, l'eau qui pénètre dans les entrailles de la Terre ressurgissent au fond des océans. On travaille plutôt sur ces aspects-là, on appelle ça de la biogéochimie, c'est un terme un peu barbare, donc on ne va pas rentrer dans le détail. Ils ont découvert ce genre de choses par 2000 mètres de fond. Pardon, excusez-moi, je reviens en arrière. Par 2000 mètres de fond. Et en fait, ça, ce qu'il faut imaginer, c'est quoi? C'est de l'eau de fond qui pénètre dans la croûte océanique, donc sur le fond des océans, qui va être réchauffée par le magma. Donc vous savez que la Terre, elle est très chaude quand on va vers l'intérieur de la Terre. Et l'eau, elle ressurgit quelque part au fond de l'océan. Et quand elle ressurgit, elle est gorgée de minéraux, elle est gorgée de plein de choses. Et en fait, c'est ce que vous voyez là. Elle est allée donc dans les entrailles de la Terre, elle s'est réchauffée, elle s'est gorgée de plein de choses, et elle ressort sous forme de fumée, on appelle ça des fumeurs noirs. Et en fait, quand ça retombe dans l'océan, ben, ça fait comme des stalagmites, des concrétions. Et c'est ce que vous voyez là. Et donc ça, il faut imaginer que ce sont des fluides, on appelle ça des fluides hydrothermaux, qui font entre certains 30 degrés et certains 300 degrés. Ça peut être très très chaud, suivant que ça allait très profond dans le fond des océans. Bon, jusqu'à là, c'est de la biogéochimie, il se passe des choses. Mais ce qui était extraordinaire, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont trouvé ce genre de choses, donc de l'eau chaude, avec toute cette matière donc, qui surgit des entrailles de la Terre, et bien autour, il y avait des oasis de vie, avec une vie absolument incroyable, donc très profonde, dans le noir, à des températures pas forcément très chaudes, où règnent des pressions très élevées, on est à 2500 mètres, 4000 mètres, 6000 mètres de profondeur là, et on voyait ce genre de choses, des poissons, des grands vers, des mollusques, des crustacés, donc vraiment des oasis de vie. Et ça, on est dans les années, la première fois qu'on a découvert ça, on était en 1977, et c'était voilà, grâce à ce genre de petits sous-marins qu'on a découvert ça. Et on n'imaginait absolument pas qu'il y avait une telle luxuriance de vie à ces profondeurs-là, et il y a plein de gens, et il y a encore plein de gens qui travaillent sur ça. Parce que c'est aussi peut-être un endroit où serait vraiment née la vie. On a des théories autour des origines de la vie près de ces fumeurs noirs. Une autre découverte que je voulais évoquer avec vous, parce que je la trouve vraiment extraordinaire, c'est ce petit poulpe. Donc là, on est à 4000 mètres de profondeur, on est aussi dans un bathyscaphe, donc on ne peut pas y aller en plongée. On verra après que la plongée, ça permet de faire aussi d'autres choses et des découvertes. Mais là, on est très profond, on ne peut pas utiliser la plongée. Donc on est encore dans un de ces petits bathyscaphes, et un jour, il y a des chercheurs, ils tombent sur ça, voilà. Cette petite tache blanche, là, voilà. Et puis ils s'approchent, et puis qu'est-ce qu'ils découvrent, là? Une petite pieuvre. Cette pieuvre, on l'appelle le poulpe fantôme parce qu'elle est petite et elle fait penser un peu à Casper. Je ne sais pas si vous connaissez le dessin Casper. C'est un petit fantôme. Et ben, il ressemble un peu à ça. Alors jusqu'à là, bon, ben, ils ont découvert un poulpe blanc. Ok. Mais ce qui est super, c'est qu'ils vont découvrir à côté ça. Et ça, alors, ça, ce sont ses œufs. Donc imaginez, là, on a une femelle poulpe qui vit à 4000 mètres de profondeur. Et ça, ce sont ses œufs. Ces œufs, ils ne sont pas sur n'importe quoi. On a l'impression qu'ils sont sur une espèce de tige, là. En fait, cette tige-là, c'est une éponge. En fait, c'est le squelette d'une éponge. Et cette éponge, elle ne peut se dresser comme ça au fond de l'eau, on est encore une fois, on est à plus de 4 km sous la surface de l'océan, que si elle trouve des substrats un peu durs, comme des cailloux ici. Et ces cailloux-là, c'est ce qu'on appelle des nodules polymétalliques. Ce sont en fait il faut imaginer des cailloux qui sont riches en plein de choses qui sont très convoitées par les gens qui fabriquent des téléphones, par l'industrie, parce que c'est riche en plein de métaux précieux, du cobalt, du nickel, de l'or, de l'argent, plein de choses. Voilà. Eh ben, ce poulpe ne pond ses œufs que sur un nodule polymétallique
sur lequel est venu s'implanter une éponge, sur lequel il va mettre ses œufs. Et alors, ils l'ont regardé, ils ont fait des photos, ils ont fait des vidéos, et ils sont revenus 18 mois après, et en fait, il était toujours à côté de ses œufs, qui n'avaient toujours pas éclos. Et en fait, ce petit poulpe, il va attendre pendant peut-être 18 mois, peut-être 24 mois, pendant 2 ans, à côté de ses œufs qu'ils éclosent. Donc la notion de patience chez ces poulpes est assez phénoménale. Donc non seulement on a découvert cette petite chose qui vit très profond, que son mode de reproduction était exceptionnel et qu'elle dépendait d'un écosystème très particulier qui était ces cailloux au fond de l'eau, encore une fois, dont certaines personnes voudraient exploiter, donc ratisser le fond des océans pour récupérer tous ces métaux. Mais aujourd'hui, grâce à ce petit poulpe, on ne le fait pas parce qu'on sait que lui, il a besoin de ces cailloux, il a besoin de ces éponges. Donc c'est aussi une belle histoire. Aujourd'hui, on a plein de navires océanographiques qui parcourent le monde, et je pourrais vous montrer plein d'exemples, et ce n'est pas l'objectif, mais je voulais juste vous montrer celui-là, qui s'appelle Tara Océan. Enfin, c'est une goélette qui s'appelle Tara, et cette goélette, elle est française, eh ben, elle a exploré, elle a fait quasiment 2 fois le tour du monde pendant les 10 dernières années, et elle a exploré les mers et les océans, surtout pour aller voir ce qu'on ne voit pas, le microscopique, l'invisible. Et ils ont découvert des milliers et des milliers de nouvelles espèces qui appartiennent au plancton. Donc plein de choses qu'on ne voit pas, mais qui est très important, qui est à la base de ce qu'on appelle les chaînes alimentaires. C'est-à-dire ce plancton, il est mangé par des choses plus grosses, puis des choses plus grosses jusqu'au poisson. Et si vous mangez du poisson, c'est parce qu'il y avait ces toutes petites choses au démarrage, entre guillemets, de la chaîne alimentaire. Et ben c'est notamment au travers de ce navire qu'on a fait plein de découvertes très très récentes. En parallèle, je voulais vous montrer ça. C'est qu'en France, on a créé plein de stations marines. Donc on a vu qu'au fil du temps, et de la naissance de l'océanographie, de l'étude des océans et de l'océanographie biologique, de l'étude de la vie aquatique, eh bien, on a vu qu'il y avait des gens qui ont tenté d'inventer la plongée, il y a des gens qui ont fait des expéditions en mer pour aller récolter des échantillons, notamment au fond de l'eau, et puis il y avait des gens qui travaillaient sur le littoral, à la côte. Et rapidement, au 19e siècle, entre 1850 et 1900, donc il y a à peu près 150 ans, il y a des gens qui ont construit ce qu'on appelle des stations marines, et en France, on a une des premières stations marines au monde, qui est à Concarneau. Et après, il y en a eu plein qui ont été construites. Il y en a une quinzaine maintenant autour de tout notre territoire français, jusqu'en Corse, à Villefranche-sur-Mer, à Dinard, à Banyuls, à Roscoff. Et souvent, ces stations marines, dans lesquelles donc, il y a plein de chercheurs qui travaillent sur la vie aquatique, sur la biologie, eh bien, ça a aussi souvent rimé avec justement cette notion de précursion de la plongée, enfin les précurseurs de la plongée. Et là, vous avez un professeur, donc, qui s'appelait le professeur Drac, que vous voyez dans les années 50 avec un scaphandre sur le dos à Roscoff, dans une eau qui doit être à peu près à 15 degrés. Il n'a pas de combinaison, donc il était relativement courageux. Et j'ai beaucoup plongé à Roscoff, donc je sais que l'eau elle est froide. Et il allait récolter, comme ça, dans les années 50, avec son scaphandre, au niveau de cette station marine, des échantillons. Ça a souvent... donc, il y a eu souvent ce parallèle entre ces stations marines au fil du temps et puis l'arrivée de la plongée et de ce qu'on a appelé la plongée scientifique, c'est-à-dire un outil, la plongée dédiée à la science. Et effectivement, la plongée scientifique, c'est un outil qui est au service du chercheur et on est au niveau national, sur notre territoire, en France, on est beaucoup de plongeurs scientifiques, des gens qui sont formés à la plongée, et avec des diplômes un peu particuliers pour pouvoir faire de la science sous l'eau. Et on fait ce genre de choses, on met des instruments, on équipe, on fait de la photo, de la vidéo, on fait des expériences, voilà. Et tout ça, on peut l'apprendre au travers de stages. Et pendant des années, on a formé des plongeurs scientifiques. J'ai été formé par ces gens-là, puis après j'en ai formé. Voilà, c'est une histoire qui se perpétue dans le temps. Typiquement, la photo à gauche que vous voyez derrière, c'est la station marine, c'est l'observatoire de Bagnols-sur-Mer qui héberge ce type de stage. Alors, si on revient maintenant, on a vu on peut aller en bathyscaphe, en bateau, ça évolue au travers du temps. La plongée a évolué aussi jusqu'au scaphandre autonome. Et tout ça, qu'est-ce que ça a permis de voir et de découvrir? C'est qu'évidemment l'océan est très vaste et qu'on découvre encore beaucoup de choses. Et ce que je voulais vous montrer, c'est quelques exemples, notamment le fait que au-delà de l'intérêt qu'on a à regarder ce qu'il y a sous l'eau, de sa beauté, de l'importance que ça a dans le fonctionnement global de notre planète, l'océan il nous rend aussi d'autres types de services, quelquefois qu'on oublie un peu ou qu'on ne connaît pas. Et c'est cette notion d'océan pharmacien. Il faut savoir qu'il y a plein d'organismes. Ici, vous avez quelques exemples. Pardon, je reviens en arrière, je fais des bêtises. Ici, là, voilà, vous avez des acidies, là, vous avez
un cône qui est un mollusque. Ici, vous avez une éponge. On a plein d'organismes comme ça que l'on sait vivre très 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 longtemps dans l'eau. Et certains d'entre eux, on a même l'impression qu'ils sont un peu immortels. Si vous arrachez un bout de ces organismes-là, ça repousse. Si vous en enlevez la moitié, c'est pas pour autant qu'il va mourir. Et donc il y a des chercheurs, il y a une époque, qui se sont dit, c'est assez extraordinaire quand même, ces animaux qui sont capables de se régénérer, qui ne meurent jamais, en tout cas qui donnent le sentiment de ne pas mourir. Et donc ils sont allés les récolter, et ils ont souvent trouvé des molécules assez incroyables dans ces animaux. Alors ça, c'est quelques exemples, il y en a plein d'autres. Et souvent, effectivement, l'océan est rempli d'organismes métazoaires, multicellulaires comme ceux-là, qui sont en fait qui ont en eux des molécules qui peuvent servir vraiment de pharmacie, c'est-à-dire qui peuvent être utilisées comme des anticancéreux, des antiviraux, des antidouleurs, etc., etc. Et on en découvre encore, et il y a vraiment des gens qui travaillent là-dessus, c'est-à-dire que l'océan sert vraiment de pharmacie pour découvrir des molécules qui demain nous soigneront, et déjà aujourd'hui nous font beaucoup de bien par rapport à certaines maladies. Et puis pour un peu finir sur vraiment les côtés liés à la vie, la compréhension de la vie, je vous ai parlé de Jacques-Yves Cousteau, donc ce monsieur qui a inventé le scaphandre autonome, qui nous a fait rêver au travers de ses aventures. Aujourd'hui, il y a un plongeur qui est célèbre en fait, dans notre communauté, parce qu'il est aussi scientifique, il s'appelle Laurent Balesta, et il fait des expéditions incroyables. Et là, je vais vous montrer 2-3 exemples des choses qu'il a montrées ou découvert, ou fait découvrir un peu au monde. Alors au-delà des sublimes photos qu'il fait, et avec souvent un développement technique aussi associé, et donc là vous en avez quelques-unes, voilà, c'est des photos qu'il fait qui sont assez incroyables et qui font rêver des fois. Je voulais vous montrer 2-3 exemples de choses qu'il a ramenées et de certaines de ses expéditions qu'il a montées. Ce poisson-là, on appelle ça le célocanthe. C'est un poisson relique, en fait. Il fait partie, pendant longtemps, on a même cru, il y a longtemps, que c'était un poisson qui n'existait plus, entre guillemets, parce qu'en fait, c'était un peu un chaînon manquant entre la vie aquatique et terrestre. On l'a souvent vendu comme ça il y a un petit moment en arrière maintenant. Mais on avait, de manière fortuite, ramené des spécimens de pêche un peu occasionnels, notamment du continent africain. Et donc, on savait malgré tout que ce poisson existait encore, et que de temps en temps, effectivement, entre guillemets, à travers de pêche non voulue, on arrivait à capturer des spécimens. Mais bien évidemment, on ne l'avait jamais observé dans son milieu naturel, jamais photographié, jamais filmé, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il vit que dans des endroits un peu particulier et surtout très profond, au-delà de 100 mètres de profondeur, entre 100 et 200 mètres de profondeur. Et donc aller plonger vraiment à ces profondeurs-là, c'est un peu compliqué. Mais ce monsieur-là, il a fait ça. Ils ont développé des outils, des techniques, et ils ont pu aller observer ce poisson dans son habitat naturel, et ils ont travaillé là-dessus, et ils ont ramené des images et des films incroyables au travers d'expéditions qui s'appellent Gombessa. Vous pouvez trouver ça sur Internet. C'est assez passionnant. Et c'était des choses un peu incroyables dans le monde de la plongée. En allant vers les pôles, ils ont fait d'autres types d'expéditions. Et ici, vous avez des choses qu'ils ont vues pour la première fois, comme la petite pieuvre des glaces que vous voyez là, qui n'avait jamais été photographiée avant eux. Des énormes limaces. Il faut imaginer des animaux qui sont quand même gros comme ça. Ce n'est pas des toutes petites limaces comme on a l'habitude de voir dans nos jardins. Ce genre de choses aussi, décidément. L'anémone des glaces. Une anémone, c'est comme une méduse, c'est tout mou. Pourtant, elle arrive à perforer la glace et à se pénétrer dedans. On ne sait pas trop comment, en fait. Donc voilà, on voit aussi que la vie, des fois, elle est très surprenante. Et donc pareil, c'est les premières images qu'on avait de ce genre de choses. Il a ramené, au travers d'autres expéditions, aussi ce genre de photos, des forêts de corail noir aux grandes profondeurs. Et puis on pourrait passer une après-midi à regarder ces photos et tout ce qu'il a découvert. Là, je vous montre évidemment que quelques exemples. Et au travers de sa société qui s'appelle Andromède Océanologie, si vous allez voir sur leur site internet, vous allez découvrir ses expéditions, ses photos. Je ne travaille pas pour lui, je lui fais de la pub, mais c'est parce que c'est vraiment très beau et c'est assez extraordinaire. Et si ça vous plaît, je vous invite vraiment à regarder ça. Voilà. Et puis pour conclure, ce que je voulais vous dire, c'est que l'océan, c'est, vous le savez, c'est 70% de la surface de notre planète. C'est, en termes de volume, c'est quelque chose qui représente 96% de ce qu'on peut offrir à la vie à l'échelle de notre planète. Aujourd'hui,
Si on regarde les espèces animales, on a répertorié à peu près 250 000 espèces animales, sans parler de la vie microscopique, où là, il y a aussi plusieurs dizaines à centaines de milliers d'espèces, mais qui sont invisibles, microscopiques, donc on ne les voit pas. Donc vraiment, les choses qui se voient, et encore une fois, d'un point de vue animal, c'est de l'ordre de 250 000 espèces différentes. Et on estime aujourd'hui qu'il y en a encore 1 500 000 à 2 millions à découvrir. C'est-à-dire qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir dans les océans. Et ce d'autant plus que, en gros, on a exploré aujourd'hui que 10% des océans. C'est-à-dire que les 9/10 de l'océan, on n'y est jamais allé. On ne sait pas ce qu'il y a, et surtout dans les grandes profondeurs. C'est pour ça que je vous ai montré ces bathyscaphes, ces sous-marins, ces techniques qui permettent d'aller profondément. Et peut-être que c'est vous, demain, qui irez dans ces bathyscaphes et qui découvrirez des nouvelles espèces. Et si vous ne me croyez pas, pour vous convaincre, je vous montre voilà, quelques images de choses qu'on a découvertes encore l'année dernière. Donc là, on est en 2021. En 2021, au fond des océans, on a répertorié, identifié, caractérisé plus de 2000 nouvelles espèces pour la science. Et chaque année, on découvre comme ça des nouvelles espèces. Et là, vous en avez quelques-unes qui sont représentées, voilà, comme ce qu'on appelle un stylo de mer. C'est quelque chose, il faut imaginer que ça fait à peu près 2 mètres de haut quand même. Sur la photo, c'est peut-être pas flagrant, mais c'est donc très très grand. Ce genre de choses, des espèces de limaces un peu bizarres, ces concombres de mer. On découvre encore des nouveaux poissons aussi. Alors souvent, c'est effectivement profond. C'est pas là où on va pouvoir y aller avec notre scaphandre autonome, notre bouteille de plongée. C'est plutôt dans ces fameux bathyscaphes que j'évoquais. Mais voilà, il y a encore plein de choses à découvrir, et il y a peut-être des choses à découvrir plus proches de nous, à la côte, qu'on n'a pas encore regardé, vu, parce qu'on n'a pas regardé dans le détail. Et évidemment, c'est pourquoi je vous dis tout ça, c'est que vous êtes une génération, si vous aimez la mer, si vous aimez les découvertes, si vous aimez explorer, voilà typiquement un continent encore bien vierge que vous allez pouvoir explorer dans les années à venir. Et peut-être que vous serez ces futurs découvreurs de demain, de nouvelles espèces biologiques, de nouvelles créatures incroyables. En tout cas, je vous le souhaite, si ça vous plaît. Et puis voilà, je vais peut-être arrêter là. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je suis sûre que vous avez des tonnes de questions. Je fais une pause pour que vous puissiez réfléchir à vos questions parce qu'il y a eu beaucoup d'images, beaucoup d'informations. Vas-y, commence. Est-ce qu'il y a déjà eu plus de 10 000 créatures qu'on a vues en un an? En même temps, tu veux dire? Oui. En même temps, c'est compliqué. Alors, là où tu vas trouver beaucoup de choses, tu les verras pas en fait. C'est des choses microscopiques. Et là, effectivement, quand tu vas te baigner à la mer ou dans un lac, si tu bois la tasse, tu avales beaucoup de choses microscopiques. Alors, ça ne va pas te rendre malade, il n'y a pas de souci, il ne faut pas avoir peur. Mais là-dedans, il y a plein de choses. Effectivement, il y a des petits organismes qui appartiennent au plancton. Et là, il peut effectivement y en avoir des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'individus différents. Mais c'est tout petit, c'est microscopique. Par contre, ce que je t'ai montré, qui est plutôt des grosses choses, tu vois, pour tout voir en même temps, pas forcément en même temps, mais tu peux, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, effectivement, potentiellement voir plusieurs milliers d'individus de différentes espèces, bien sûr. Il y a combien de races de poissons? Il y a combien de races de poissons? Alors, on ne dit pas trop races pour les espèces, on dit plutôt des espèces ou des taxons. C'est une bonne question, ça. J'aurais dû réviser avant, parce que je vais te dire des bêtises. Ce que je sais, c'est que... Alors, il y en a plusieurs dizaines de milliers, ça, j'ai pas trop de doute là-dessus. Je pourrais pas te donner le chiffre exact. Ce qui est peut-être intéressant, c'est que là, aujourd'hui, on a surtout parlé des mers et des océans. Mais il faut savoir que dans les eaux douces, qui représentent, alors pour le coup, une fraction très minime du milieu aquatique, moins de 1% par rapport à l'océan ouvert qu'on a évoqué aujourd'hui, il y a quand même un tiers des poissons qui sont dans les milieux d'eau douce, et il y en a aussi plusieurs dizaines à centaines de milliers d'espèces différentes. Mais je t'avoue que je serais incapable de te donner le chiffre parce que je ne le connais pas. Donc là, tu m'as collé, bravo. Et ça fait quelle taille à peu près du plancton? Ah, le plancton, ça peut faire quelques microns, quelques micromètres. Donc un micron, tu vois ce que c'est à peu près? C'est un millième de millimètre. Tu vois, si tu prends un de tes cheveux, tu divises ça par 1000 encore. Donc tu vois, tu ne peux pas le voir, c'est tout petit. Et puis jusqu'à presque le centimètre. Voilà, donc tu vois, la gamme de taille peut être quand même très importante, mais la plupart du temps, c'est invisible, on ne le voit pas, c'est tout petit.
Mais est-ce qu'il y a déjà eu des sous-marins de l'armée qui ont découvert des choses Oui. aussi scientifiques? Bien sûr. En fait, souvent, les premiers bathyscaphes à vocation scientifique, ils avaient aussi des précurseurs effectivement militaires et ils ont effectivement découvert des choses. Alors, ils ne les ont peut-être pas toujours dit, ils les ont peut-être pas toujours déclarés, et c'est après les scientifiques qui se sont emparés de ça. Mais oui, tu as raison, il y a eu des sous-marins aussi qui ont sûrement découvert des choses au travers du temps, ouais, ça c'est sûr. Dans un sous-marin de taille moyenne, on peut mettre combien de personnes maximum? Ça dépend de ton sous-marin. Les petits bathyscaphes qu'on a vus, souvent c'est limité à 3-4 personnes, souvent avec 2 personnes qui vont être les pilotes et les mécaniciens du sous-marin, et puis 1 ou 2 scientifiques qui vont aller dedans, parce que c'est des petits bathyscaphes. Après, il y a évidemment des sous-marins qui peuvent être beaucoup plus grands, mais qui n'ont pas forcément une vocation scientifique. Ils ont eu des vocations touristiques ou militaires, comme on vient de le dire. Mais les petits bathyscaphes qu'on a vus, qui ont vraiment exploré, avec l'idée d'explorer, d'aller travailler sur le fond des océans, la vie, trouver des choses, souvent c'est des petits sous-marins dans lesquels il y a 3, 4, peut-être 5 personnes au maximum. Est-ce que les poissons peuvent avoir soif? Est-ce que les poissons, ils boivent? Ouais. Donc ils ont soif et ils boivent. Est-ce que vous avez été déjà plongé sous l'eau? Ah oui, j'ai beaucoup plongé sous l'eau, oui. Aussi bien en mer qu'en lac, oui, bien sûr. Ouais. Les poissons, ils mangent quoi? Ça dépend les poissons. Les tout petits poissons, ils vont manger le plancton qu'on a dit tout à l'heure, donc des choses un peu microscopiques. Et puis les plus gros poissons, potentiellement, ils vont manger des petits poissons. Et puis, je sais pas, donne-moi un exemple de gros poisson que tu connais. Le plus gros poisson que tu connais, c'est quoi? Quelquefois, on en a peur même. Je sais pas. Ah. J'allais dire le thon, alors j'avais pas très peur. Le thon, ouais. Ouais, je pensais à un autre poisson. Quelquefois, il a des dents, et il fait un peu peur. Et... je suis sûr que vous le connaissez. Non. Alors, qui c'est qui va me donner le nom? Le requin tampon. Le requin, comment t'as dit? Tampon. Alors, celui-là, je le connais pas, mais... Requin marteau. Ah, marteau, d'accord. Mais oui, l'idée, c'était de parler des requins. Et donc, les requins, potentiellement, ils vont manger des gros poissons. Voilà. Donc, ça dépend. Un poisson, ça mange, suivant sa taille, des choses qui sont petites ou plus grosses. Et puis, ça peut être herbivore, ça peut manger des herbes, comme ça peut être carnivore. Souvent, les requins sont carnivores. Ils ont tendance à manger d'autres choses vivantes, notamment d'autres poissons. Pas que, mais entre autres. Et ils ne mangent pas d'hommes, hein, je vous rassure. Vous pouvez aller vous baigner. C'est que dans les films, ça. Oui. Combien de personnes sont allées en dessous de l'eau? Je serais incapable de te dire. Je ne sais pas. Beaucoup. Entre les plongeurs, ceux qui ont, tu vois, toutes les personnes scientifiques qui sont allées dans ces sous-marins, ça doit faire beaucoup, beaucoup de monde. Non, je ne saurais pas te dire. Vous avez pris où ces photos? Je les ai prises un peu partout. Il y en a certaines à moi, et puis beaucoup que j'ai récupérées sur Internet. Souvent, tu vois, il y avait des choses marquées pour dire, on cite la source, pour dire, voilà, on a pris des photos quelque part, elles ne nous appartiennent pas, et donc on rend hommage aux gens qui les mettent à disposition. Et c'est pour ça que voilà, tu as plusieurs sources possibles. Donc, mais beaucoup sur Internet. La profondeur de l'eau, ça fait combien de mètres? C'est pareil, c'est comme l'histoire des poissons, qui mange qui. Ça dépend. En moyenne, vous savez à peu près la profondeur moyenne des océans, vous diriez combien, vous? Si on regarde la Terre, d'accord? On regarde la Terre, le globe, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'eau, 70%. Et quand on regarde la profondeur, en moyenne, à votre avis, c'est quoi la moyenne? 100 km? Ah non, on a dit que la plus grande profondeur, c'était 11 km. Donc c'est forcément moins. Donc combien on dirait? Ah oui, ça sera moins de 11. Donc déjà, je vous aide. Hein. 5. Ouais, pas loin. 4. Ouais, pas loin. 6. Ah bah non. 3. Entre 3 et 4, ouais, allez. On va dire 3,8, allez, en moyenne. Ouais, 3,5, voilà. Mais vous voyez, ça veut dire que à l'échelle de la planète, il y a beaucoup, beaucoup d'eau. Les océans, c'est très profond. En vrai, comment ils sont faits pour faire les photos? Comment ils font? Ils ont des appareils qui peuvent aller sous l'eau,
ou qui sont protégés par ce qu'on appelle des caissons. Et ça permet de pouvoir faire des photos sous l'eau, parce qu'ils sont protégés, ils sont pas en contact avec l'eau directement, ou avec des caméras aussi. Voilà, on peut faire ça maintenant. On a des outils qui nous permettent de faire ça, et de les protéger pour faire des très belles photos. Quand vous êtes allé tout au fond de l'eau... Excuse-moi, j'ai pas entendu le début de ta question. Est-ce que vous êtes allé tout au fond de l'eau? Non, je suis pas allé tout au fond de l'eau, parce que c'est pas possible, ou alors effectivement dans un de ces fameux sous-marins. Donc moi j'ai fait une fois dans un petit sous-marin, dans un lac à 300 mètres de profondeur. Voilà, ça c'est ma profondeur maximale. Mais dans les océans, j'ai pas fait, je connais pas. Avec 2 bouteilles de plongée, on tient combien de temps? Ça va dépendre. Il y a beaucoup de questions. Vous voyez, je vous dis ça dépend, parce que en fait, ce qui va être un paramètre important, c'est la profondeur à laquelle tu vas aller, et effectivement le temps que tu vas y rester. Et en fait, tu dois raisonner sur ce couple qui est le temps et la profondeur. Et puis après, on est tous différents. Peut-être que toi, tu respires beaucoup d'air, moi très peu, ou inversement, et donc on n'a pas la même consommation de l'air de notre bouteille. Et donc tout ça fait que voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais je vais te donner quand même un ordre d'idée. Là, tu vois, on est en train de parler entre nous, et on respire à peu près 20 litres d'air par minute, à peu près, d'accord ? Dans les bouteilles qu'on met sur notre dos, généralement, on prend avec nous entre 2000 et 3000 litres d'air. D'accord ? Donc voilà, tu vois là, 20 litres par minute là, et dans mon dos, je vais en prendre 2000. Donc tu vois, je peux passer quand même pas mal de temps sous l'eau malgré tout. À peu près une demi-heure, 1 heure sur le calcul. Exactement, voilà. En moyenne. Il y a combien de races de poissons? On dit pas race. C'est pas toi qui as posé la question. On dit espèce. Et comme je t'ai dit, j'avoue que je sais pas. Et puis tu vois, on en découvre tous les ans des nouvelles. Donc du coup, c'est pas un chiffre qui est figé. C'est des choses qui évoluent parce qu'on découvre chaque année des nouvelles espèces. Et donc voilà, plusieurs centaines de milliers, mais je sais pas combien. Je pourrais pas te dire, je sais pas. Largement assez pour aller chercher encore, si j'ai pas compris. Quelle est la créature la plus dangereuse? Elle est autour de toi. Voilà, elle est à ta gauche, à ta droite, derrière toi. Il y a un zoo, je crois que c'est à Berlin, de mémoire, où en fait tu rentres dans le zoo, et en fait, une fois que tu as passé la porte, tu te retrouves face à un miroir, voilà, et donc tu te vois, et en bas de ce miroir, c'est écrit « La créature que vous avez en face de vous est la plus dangereuse au monde, elle est capable de tous les maux possibles et imaginables. » Et donc c'est toi, on parle. Il n'y a que l'homme qui est vraiment le plus méchant pour notre planète. Les autres, ils lui font pas du mal. Donc il n'y a pas de créature méchante ou dangereuse, ça n'existe pas ça. Combien y a-t-il de molécules dans l'eau? De molécules? Oh là là. Je serais incapable de te dire. Et puis des molécules de quoi, tu vois? Si c'est une molécule d'eau que tu veux évoquer, il y a plusieurs kilomètres cubes, des centaines de millions, milliards de kilomètres cubes d'eau. Alors ça fait beaucoup de molécules, mais je ne sais pas combien. C'est un chiffre pharaonique. Oui. Bonjour. Quel est l'impact de la pollution en fait sur la vie aquatique en fait? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? On a 4 heures. Non, rapidement. Après, alors, sur la vie aquatique en général, il y a plein de j'ai envie de dire, je vais pas botter en touche, mais voilà, la pollution, de quoi on parle déjà? C'est-à-dire que, est-ce qu'on parle de pollution chimique? Est-ce qu'on parle de pollution microplastique? Est-ce qu'on parle du réchauffement climatique? Enfin voilà, la pollution, voilà tout ce qui génère. De toute façon, la pollution par défaut. Ouais, voilà. Après, ça va dépendre. Il y a des organismes qui peuvent être relativement résistants et résilients, et d'autres non. Et c'est un peu tout l'enjeu, c'est-à-dire que on peut imaginer que certaines zones océaniques ou lacustres vont être polluées par une pollution lambda, mais que l'écosystème est dans un état de santé assez bon pour être capable de la résorber, de se régénérer. Quand bien même certaines espèces disparaissent, d'autres prennent le relais parce que c'est des fonctions en fait qui interviennent. Mais voilà, une fois que je t'ai dit ça, je te parle de manière très générale et ça va dépendre de le type de pollution, des organismes qui sont présents, éventuellement de la latitude parce que suivant la température de l'eau, enfin voilà, donc c'est très difficile de répondre à la question de manière. Donc par défaut, j'ai envie de dire bêtement, plus on pollue, plus on détruit. Enfin, ça, je pense que je t'apprends rien. Et que moins, effectivement, on a un impact
directs ou indirects sur ces écosystèmes qui ont quand même une fragilité. Alors ils ont cette capacité de résilience, hein, ils sont capables de résister à beaucoup de choses, et heureusement, et tant mieux pour eux, sinon il y a beaucoup de choses qui seraient déjà plus là, je pense. Mais malgré tout, ils restent quand même très fragiles. Et aujourd'hui, on voit bien hein, que suivant les endroits dans le monde où on est, il y a des endroits qui sont vraiment ultra pollués et ils sont quasiment morts et ils ont perdu une bonne partie de leur vie. Et inversement, les endroits qu'on protège, quand on crée des aires maritimes protégées, quand on crée ce genre de choses, qu'on repermet à la vie de repartir de nouveau, ça repart. On l'a bien vu avec le Covid, hein, quand on a tous été cloisonnés, hein, c'est pas du tout ce que je souhaite, mais on a bien vu que la vie, elle reprenait rapidement ses droits. Hein. Et ben, l'océan, il a cette capacité aussi de faire ça. Donc si on lui laisse la chance de pouvoir repartir parce qu'il n'est pas surexploité, parce qu'on on ne l'épuise pas de ses ressources et qu'on ne le pollue pas par diverses choses, ça peut aller très vite pour repartir. Et voilà. Mais bon, c'est des choses très générales, je te dis, tu les sais déjà. Combien de personnes sont mortes sous l'eau? Je sais pas, je pourrais pas te dire. Malheureusement, ça arrive en plongée, ça arrive des fois, c'est vrai, parce que c'est un sport et un loisir qui a quelques risques, effectivement, donc il faut faire attention. On ne peut pas aller sous l'eau comme ça en se disant qu'il ne peut rien nous arriver. Donc, quelquefois, malheureusement, il y a des accidents et des gens qui meurent, c'est vrai. Je ne pourrais pas te dire combien, je ne sais pas. Parce qu'il y en a beaucoup moins maintenant que quand on découvrait la plongée sous-marine. Je ne suis pas convaincu de ça. C'est une vraie question. Ouais, je ne suis pas convaincu. Combien il y a de sortes de... Comment ça s'appelle? De poulpes? Ah, des poulpes, combien d'espèces de poulpes, je ne sais pas non plus. Tu as vu, on a vu ce fameux Casper au fond, voilà, qui lui est vraiment un habitat très particulier. Nous, après, on connaît, tu vois, sur la mer Méditerranée, on a 2 ou 3 poulpes, 2 ou 3 espèces qu'on connaît bien. On a ces grandes pieuvres qui habitent dans les eaux froides californiennes. Je ne sais pas combien il y a d'espèces. Il ne doit pas y en avoir tant que ça, en fait. Mais il y en a quand même plusieurs, ça c'est sûr, mais je ne pourrais pas te dire combien. Là, je ne sais pas. Combien de kilomètres fait l'océan? Alors, il faut que tu me précises ta question. C'est si on l'allongeait, si on le met comme ça, dans le sens de la hauteur, si on fait le tour de la Terre, tu vois, c'est... Parce que c'est difficile à répondre. Comme l'appartement. C'est quoi que tu veux savoir? Quand on fait le tour de la Terre. Alors, le tour de la Terre, vous savez, si on fait le tour de la Terre, il y a combien de kilomètres? Environ 1000, 2000. Ah, je dirais un peu plus que 1000, 2000, moi. Allez, qui dit mieux? Donc là, on parle de la circonférence de la... Combien? 100 000 kilomètres. Ah, 100 000, c'est un peu beaucoup, je trouve. 1900. Combien, t'as dit? 1900. On va tous les faire, en fait. On s'approche. Il faut monter encore un peu, là. 5000. Ouais, il faut monter encore un peu, je pense. 300. 60? Ah bah, c'est beaucoup moins. Ah, un peu plus. Il faut monter au-delà de 5000. 10 000. Ah, je crois que t'es plus trop loin, là, ouais. 7 000. 11 500. Ouais, c'est pas mal, ça, je crois. Hein. C'est combien, tu sais, Lisa? J'allais dire entre 6 et 7 000. Ah non, moi, je pense que c'est plus aux alentours de 12 000. 12 000, je dirais. Mais... On vérifie ce soir? Ouais, il faudra vérifier. Ouais. Vous vérifierez dans vos cahiers. Chercher des sources. Mais voilà, mais c'est difficile de répondre à ta question. Ce qu'il faut imaginer, c'est que quand tu vois la planète, tu vois, il y a beaucoup de bleu. Donc, il y a la surface, c'est à peu près 70% qui est couvert par la mer et les océans. Et que après, quand tu regardes sur la verticale, c'est-à-dire si tu plonges, c'est très profond. Et en moyenne, on a dit que ça faisait à peu près 4 km de profondeur. Donc ça fait des énormes quantités, des énormes volumes d'eau dans lesquels la vie peut se développer. Mettre là-dessus des distances, c'est un peu compliqué. Il y a combien d'atomes dans un litre d'eau? Aucune idée. Tu regarderas, tu me diras. Il y a combien de créatures sous l'eau? Eh ben, beaucoup, hein. On a dit, tu vois, rien d'à peu près 250 000 espèces animales, encore probablement plus d'1 million à découvrir. Et là, on ne parle que des animaux, on ne parle pas des végétaux, on ne parle pas des micro-organismes. Donc beaucoup, plusieurs millions. Une baleine, ça pèse combien de tonnes environ? Les plus grosses, c'est combien? Je ne vais pas dire de bêtises, je crois que les plus grosses répertoriées, c'est plusieurs dizaines de tonnes. Hein. Entre 30 et 40 tonnes, je crois. Donc ça peut être très lourd, peut-être même plus. Non, je te dis des bêtises. 200 tonnes, je crois, la plus grosse. C'est 200 tonnes, 200 000 kilos. Donc c'est très gros. Combien de choses y a-t-il sous l'eau? De choses.
C'est comme on a dit, tu vois, des centaines de milliers d'espèces. Après, je ne sais pas ce que tu appelles choses. Après, si tu mets là-dedans les cailloux et des choses qui ne sont pas vivants, alors là, le chiffre, il est aussi pharaonique, j'imagine. Difficile de dire. Des plantes. Ouais, les plantes, je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire. Des poissons, des requins. Voilà, plusieurs millions d'espèces différentes. Les radars des bateaux, peut-être, parfois, ils captent des animaux sous l'eau, des poissons. Et le début de ta question, c'est par rapport aux bateaux Les bateaux qui envoient des ondes radar sous l'eau. Ah, oui, d'accord, oui. Est-ce que parfois, ils touchent des animaux? Oui, donc ceux qui envoient tu veux dire des sondes, du son, ouais, okay, ouais. Ça peut être, on parlait de la pollution tout à l'heure, ça c'est une source de pollution, le bruit, en fait, ce qu'on appelle la pollution sonore. Et il y a des animaux qui sont très fragiles et très sensibles à ça. Est-ce que tu as un exemple? Est-ce que tu sais quel animal peut être sensible à ça? Non, je ne saurais pas dire. On parlait des baleines, du poids des baleines, tu vois. Tu as des animaux qui communiquent beaucoup en faisant ce qu'on appelle de l'écholocation, et donc sont très sensibles à la notion de son et de bruit. Et donc, si tu perturbes un peu ces moyens de communication entre eux, ça peut être vraiment une source très importante de nuisance, voire de mortalité pour ces animaux. Et les baleines, les dauphins, c'est un très bon exemple. On va prendre encore 2 questions, les enfants. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore posé de questions, alors je lui donne la priorité. Un requin, il pèse combien de kilos? Ça va dépendre des requins. Les requins, alors pareil de mémoire, c'est des choses qui évoluent parce qu'il y a à peu près 500 espèces différentes de requins. Et tu as des requins qui sont grands comme ça. Et puis tu en as qui font jusqu'à 7 mètres. Et donc forcément, celui qui fait 7 mètres, il pèse peut-être 5, 6, 7, 8 tonnes peut-être. Enfin, il est très gros, très lourd. Et celui qui est petit comme ça, forcément, il pèse que quelques centaines de grammes, quelques kilos. Donc voilà, c'est très fluctuant, ça dépend de l'espèce que tu considères. Quelle est l'espèce de poisson la plus dangereuse? Il n'y en a pas. Parce que tout le monde te dit c'est le requin. Mais non, mais le requin, si on l'embête pas, il n'est pas dangereux. Il va très bien, le requin. Il faut lui foutre la paix. Donc, il n'y a pas d'espèce vraiment dangereuse. Après, des fois, on peut se baigner et être au mauvais endroit, au mauvais moment, et être pris pour quelque chose d'autre, voilà, pour une proie potentielle. Bon, c'est déjà arrivé, ça arrivera sûrement encore, et c'est comme ça. Mais on ne peut pas vraiment dire qu'il est dangereux. C'est juste que il nous a sûrement confondus avec autre chose, et voilà. Je vais sûrement vous frustrer, les enfants. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et merci pour toutes vos questions. Mais si je vous laisse poser des questions, vous restez jusqu'à ce soir. Vous avez encore des milliers de questions. Du coup, vous revenez avec grand plaisir. Je note juste qu'il y a beaucoup de questions sur combien, comment et combien. Peut-être que c'est dur de se rendre compte de comment c'est grand et combien c'est grand l'océan et tout ce monde à découvrir. Donc faites ça plus tard. Peut-être que vous aurez une meilleure vision. Ouais, c'est ça. Comme ça, c'est vous qui direz. Il y a tant d'espèces et tant de... Et puis demandez au maître ou à la maîtresse demain, comme ça ils se rappelleront que vous êtes venus et puis ils reviendront nous voir les jeudis. Donc on a encore 2 rendez-vous, ma première conférence avant de terminer ce semestre. Demain, après-midi, 14h, pour découvrir comment on s'inspire de la nature pour construire dans le futur des choses. Et en janvier, découvrir... J'ai un trou de mémoire. La bioluminescence. Découvrir les animaux qui brillent dans la mer. Donc, pas tous ceux dont on a parlé aujourd'hui, une toute petite quantité de ceux qui font de la lumière sous l'océan, qui sera aussi un jeudi, je crois. Donc voilà, avec les maîtresses ou les maîtres que vous avez, avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être devenus. Gardez toutes vos questions pour la prochaine fois et cherchez combien, là où vous pouvez trouver l'information. Bon après-midi à tous. Merci beaucoup, Stéphane, pour la présentation. Au revoir, merci.